Elles illuminaient chaque pièce, chaque objectif de caméra et chaque gros titre. Puis, à Paris, cette lumière s'est éteinte. Le départ de la princesse Diana a secoué le monde pendant 27 ans. Vous ne croyez pas qu'elle était morte ? Pendant longtemps, je refusais simplement d'accepter qu'elle soit partie. Son dernier lieu de repos, caché pendant des décennies, scellé jusqu'à présent. La tombe a été discrètement rouverte, et ce qu'elle renfermait a soulevé plus de questions que de réponses. Maintenant, avant de plonger dans le sujet, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Numéro 1. Retour silencieux à la tombe de Diana. La décision de rouvrir la tombe de la princesse Diana est survenue après des mois de discussions et de pression, non seulement du public, mais aussi des communautés scientifiques et juridiques. Ce n'était pas un mouvement royal dramatique. C'était une étape motivée par des questions qui n'ont jamais vraiment disparu. Nous avons vu à travers la Grande-Bretagne et dans le monde entier une expression écrasante de tristesse. Une équipe indépendante d'experts judiciaires, sans aucune influence de la famille royale, a été appelée pour examiner ces restes en utilisant des technologies modernes. L'équipe était dirigée par le docteur Amelia Carver, une anthropologue judiciaire bien connue ayant une expérience de travail sur des affaires très médiatisées. Son rôle n'était pas de susciter la controverse, mais d'obtenir des réponses. Selon elle, il s'agit de vérité et de précision, pas de drame. Lorsqu'ils ont ouvert la tombe, le cercueil en plomb était dans le même état qu'il y a des décennies. Ce cercueil en plomb avait aidé à ralentir la décomposition, ce qui signifiait que les restes étaient encore en bon état pour une analyse judiciaire avancée, quelque chose qui n'était pas possible en 1977. Avec les outils d'aujourd'hui, les enquêteurs ont pu étudier ces blessures avec beaucoup plus de détails. La plupart de ce qu'ils ont trouvé confirmait les rapports originaux. Diana avait subi de multiples fractures, des hémorragies internes et des traumatismes contondants, tous conformes à ce que l'on attendrait d'un grave accident de voiture. Mais ensuite, l'équipe a trouvé quelques éléments qui ne collaient pas tout à fait. Certaines blessures semblaient incohérentes, avec les détails connus de l'accident. Quelques-unes montraient des signes d'avoir été infligées après l'impact et non pendant. Cela suggérait un possible mouvement ou même une manipulation après l'accident. Et ensuite est venue une autre alerte. Information manquante dans les dossiers médicaux de Diana après l'accident. Plusieurs entrées clés des dossiers hospitaliers étaient soit vides, soit complètement supprimées. L'équipe n'a pas tiré de conclusions hâtives, mais les questions se faisaient de plus en plus pressantes. Pourquoi ces dossiers étaient-ils incomplets ? Pourquoi toutes les blessures ne correspondaient-elles pas à l'histoire officielle ? Ce n'étaient en plus des rumeurs vagues. Ce étaient des indices physiques, devant des scientifiques formés à remarquer quand les choses ne s'alignent pas. Numéro 2. Lettre secrète. Parmi les objets enterrés avec la princesse de Galles se trouvait une petite boîte à bijoux. Rien ne la distinguait au premier coup d'œil, juste un contenant modeste et élégamment conçu. Mais ce qu'elle contenait racontait une histoire plus puissante que n'importe quelle photographie ou rapport officiel. À l'intérieur se trouvait un fragile morceau de papier jauni, soigneusement plié, presque comme s'il avait été caché pour protection. L'écriture était indubitablement celle de Diana, fluide, émotive et personnelle. La note elle-même n'a jamais été rendue publique, mais ceux qui l'ont vue disent que le message révélait un profond malaise émotionnel dans les derniers mois de sa vie. Diana luttait contre un sentiment accablant d'isolement. Malgré le fait d'être l'une des femmes les plus photographiées au monde, elle se sentait invisible aux yeux de ceux qui comptaient tant le plus. Après son divorce avec le prince Charles, elle tentait de reconstruire sa vie, voyageant, travaillant sur des missions caritatives et formant une relation avec Dodi Fayed. Mais sous la surface, elle était épuisée et émotionnellement à vif. Ses amis la décrivaient comme de plus en plus anxieuse, se sentant observée et tourmentée par un sentiment que quelque chose de terrible se profilait à l'horizon. La note dans la boîte laissait entrevoir cette peur. Diana croyait qu'elle était ciblée, bien qu'elle ne puisse pas dire par qui ni pourquoi. Elle avait un jour dit à son avocat et à son majordome, Paul Burrell, que quelqu'un prévoyait un accident dans sa voiture. Que ce soit de la paranoïa ou une prophétie reste floue, mais les émotions derrière les mots étaient l'une des réelles. Peur, solitude et un cri désespéré de sécurité dans un monde qui ne semblait plus sûr. Cette lettre manuscrite, enterrée avec elle, ressemblait à un cri silencieux. Diana n'a peut-être pas pu arrêter ce qui s'annonçait, mais elle a essayé de laisser une trace de ce qu'elle ressentait, afin que quelqu'un, un jour, puisse comprendre que sa mort n'était pas qu'un tragique accident de voiture. C'était l'aboutissement de la peur, de la pression et d'une femme qui savait au fond d'elle qu'elle manquait de temps. Numéro 3. Objet enterré avec elle. Lorsque la princesse Diana a été inhumée,
Le monde a pleuré une perte qui semblait à la fois profondément personnelle et douloureusement publique. Mais cachés sous la surface du deuil mondial se trouvaient des détails privés, de petits objets délicats enterrés avec elle qui offraient un aperçu silencieux et puissant de son monde émotionnel durant ces derniers jours. Ce n'était pas seulement des souvenirs, ce était un des morceaux de son âme. Dans ses mains se trouvait un médaillon en or qu'elle avait chéri. À l'intérieur se trouvaient de minuscules photographies de ses deux fils, William et Harry. Ce médaillon n'avait pas été choisi par hasard. Il symbolisait tout ce pourquoi Diana avait lutté, son amour pour ses garçons, ses instincts protecteurs et sa détermination à leur offrir une vie remplie de chaleur et de compassion, loin de la froide formalité de la tradition royale. Son lien avec eux s'était encore approfondi après sa séparation avec le prince Charles, et le médaillon semblait être une dernière étreinte, une mère gardant ses enfants près d'elle, même dans la mort. Un autre objet placé avec elle était un petit charme en cristal gravé des mots « Crois toujours ». À première vue, cela semblait être un simple souvenir, mais pour Diana, qui avait passé la majeure partie de sa vie adulte sous un cruel projecteur, cela signifiait beaucoup plus. C'était un symbole de sa force tranquille, de sa capacité à endurer le chagrin, la trahison et la pression médiatique incessante, tout en s'accrochant à l'espoir. Diana avait un jour dit qu'elle voulait être la reine des cœurs. Ce charme capturait cet esprit, un murmure d'optimisme au milieu du chaos, choisissant son lieu de sépulture. Numéro 4. Choisir son lieu de sépulture. Lorsque la princesse Diana est morte dans un accident de voiture le 31 août 1997, le monde était en deuil. Mais pour sa famille, en particulier son frère Charles Spencer, le chagrin n'était qu'une partie de la lutte. Diana restait une personne très insécure au fond, presque enfantine dans son désir de faire le bien pour les autres. Déterminer où et comment l'enterrer était une tâche bien plus difficile que la plupart des gens ne le réalisent. Diana n'a pas été enterrée dans une tombe royale ou une église. Au lieu de cela, Charles a décidé qu'elle serait inhumée sur une petite île au milieu d'un lac dans le domaine familial d'Althorpe, l'endroit où elle avait grandi. Mais cette décision ne concernait pas seulement la beauté ou les souvenirs d'enfance. Il s'agissait de sécurité, de confidentialité et de paix. Il y avait tant d'émotions et de chaos partout, a déclaré Charles plus tard à la BBC. J'étais vraiment inquiet de savoir où nous pourrions l'enterrer en toute sécurité. Il craignait que des gens aient ces points de visiter sa tombe trop souvent ou, pire encore, de la déranger. Il a donc choisi le lac Ovale, une île tranquille entourée d'eau et d'arbres. Pour les funérailles, un pont a été construit pour l'acheminer vers l'île. Par la suite, il a été retiré pour empêcher quiconque de passer. Charles a dit que le lac servait de barrière. L'eau et le sol boueux rendent difficile l'accès. C'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait également que ses fils, William et Harry, aient un endroit privé où ils pourraient rendre visite à leur mère en paix. Le chemin menant à l'île est bordé de 36 chênes, un pour chaque année de la vie de Diana. Des membres de la famille, y compris la reine et le prince William, ont aidé à les planter. Bien que la tombe elle-même ne soit pas ouverte au public, les visiteurs peuvent rendre hommage à proximité à un mémorial appelé le Temple, qui montre certaines des propres paroles de Diana et un message du discours de Charles lors de ses funérailles. Pendant un certain temps, il y avait même un musée à Althorpe montrant ses robes, bijoux, lettres et vidéos. Il a fermé en 2014, mais le domaine est toujours ouvert au public pendant l'été. Mais pour que nous puissions comprendre les découvertes choquantes, nous devons comprendre les théories qui ont été rejetées comme des conspirations. Numéro 5. Opération Pagé. En 2008, une décennie après l'accident tragique de la princesse Diana, Mohamed Al-Fayed, père de Dodi Fayed, a fait la une des journaux avec une affirmation glaçante. Diana était enceinte et elle et Dodi s'apprêtaient à se marier. Selon lui, leur relation n'était pas seulement mal vue, elle était sabotée. Il a insisté sur le fait que la famille royale, en particulier le prince Philippe et le prince Charles, s'opposaient à l'idée que Diana épouse un musulman. Cette opposition, a-t-il dit, a conduit à un complot sinistre. Al-Fayed ne s'est pas arrêté à nommer la famille royale. Au tribunal, il a accusé le prince Philippe, le prince Charles, l'ancien premier ministre Tony Blair, et même la sœur de Diana, Sarah McCorquodale. Ces accusations ont également impliqué des hauts responsables de la police et la CIA, suggérant une couverture massive impliquant des agences gouvernementales et des initiés royaux. Bien que la famille royale n'ait jamais abordé publiquement ces allégations, leur silence n'a pas apaisé la tempête. Le soupçon a grandi après l'embaumement de Diana, que des théoriciens du complot comme Richard Beer ont suggéré a été effectué rapidement pour empêcher des tests de grossesse.
Mais l'opération Pagette, une enquête officielle massive, a testé le sang du site de l'accident et n'a trouvé aucun signe d'hormones de grossesse. Pourtant, les rumeurs ont continué à circuler. L'arrivée tardive de l'ambulance, les caméras de sécurité effacées et un site de crash rapidement nettoyé n'ont fait qu'attiser les flammes. Diana elle-même avait dit à son majordome et conseiller spirituel qu'elle craignait pour sa vie. Et dans son célèbre entretien avec la BBC en 1995, elle avait avoué se sentir menacée, des commentaires qui semblaient plus tard troublants. Puis sont venues donc selon des questions sur le conducteur, Henry Paul. Il ne gagnait qu'environ 35 000 $ par an, pourtant il avait plus de 200 000 $ en espèces et en économies au moment de sa mort. L'ancien agent du MI6, Richard Tomlinson, a suggéré que Paul pourrait avoir été un informateur, peut-être même payé pour provoquer l'accident. Mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve reliant sa richesse à des agences de renseignement, pointant plutôt vers des revenus provenant de propriétés locatives. Un autre mystère était la mystérieuse Fiat Uno blanche qui a frôlé la voiture de Diana dans le tunnel. Des traces de peinture ont prouvé qu'il y avait eu contact. Et certains ont supposé que le conducteur était le photographe français James Anderson, dont on disait qu'il avait des liens avec le MI6. Anderson a nié toute implication et a affirmé qu'il était chez lui avec sa femme. Mais en 2000, il a été retrouvé sans vie dans une voiture incendiée. Cet incident a été classé comme une mort naturelle, bien que beaucoup croyaient le contraire. Ajoutant au mystère, un témoin a affirmé avoir vu un éclair brillant juste avant l'accident, quelque chose que le MI6 aurait apparemment utilisé dans des opérations pour désorienter les conducteurs. Cependant, les enquêtes françaises et britanniques ont toutes deux écarté ce détail, ne trouvant aucune preuve d'un éclair. Ce qu'ils ont découvert, c'est que Paul avait bu et prenait des médicaments sur ordonnance. Il roulait à vive allure et personne dans la voiture, y compris le garde du corps Trevor Rhys-Jones, le seul survivant, ne portait de ceinture de sécurité. Numéro 6. Question d'embaumement. Parmi les nombreux rebondissements entourant l'accident tragique de la princesse Diana, un détail étrange a maintenu les théories du complot en vie pendant des décennies, la décision d'embaumer son corps presque immédiatement après sa mort. Mohamed Al-Fayed, père de Dodi Fayed, croyait fermement qu'il ne s'agissait pas seulement de préserver la dignité. Il affirmait que c'était un acte délibéré pour cacher une grossesse. Sa croyance, que Diana attendait un enfant de Dodi et que quelqu'un ne voulait pas que le monde le sache jamais. En surface, cela ressemble à une scène d'un thriller politique. Mais la question demeure. Y avait-il vraiment une raison d'agir si vite ? Selon l'opération Pagé, l'enquête officielle au Royaume-Uni a révélé qu'il faisait exceptionnellement chaud ce jour-là à Paris. Le corps de Diana a été conservé dans une petite pièce inutilisée près de l'unité d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, car la morgue était située loin à l'autre bout de l'hôpital. Le personnel a placé de la glace carbonique et des climatiseurs dans la pièce pour la refroidir. Mais ces mesures n'étaient pas suffisantes. La chaleur intense commençait à avoir des conséquences. Pour ajouter à la pression, les sœurs de Diana et le prince Charles étaient là programmés pour voir le corps cet après-midi-là avant de la ramener au Royaume-Uni. Le président Jacques Chirac et sa femme voulaient également rendre hommage et présenter la princesse de Poitou-Port-de-Sens. Galles dans un état détérioré n'était pas une option. L'hôpital, sous une pression immense, a décidé de procéder à l'embaumement, mais l'a fait sans attendre les documents légaux appropriés. Au lieu de cela, ils ont reçu une approbation verbale du commissaire de police Martine Monté. Les documents légaux requis par la loi française n'ont été signés qu'après l'embaumement. Bien que cela ait pu être une question d'urgence et d'apparence, le timing inhabituel et le manque d'autorisation officielle ont alimenté les affirmations d'Al-Fayed. Cependant, le docteur Robert Chapman, qui a pratiqué l'autopsie au Royaume-Uni, a déclaré plus tard que les fluides d'embaumement n'auraient pas affecté un test de grossesse. Si Diana avait été enceinte, il y aurait eu des signes physiques dans son utérus ou ses ovaires. Aucun n'a été trouvé. Pourtant, la question ne concerne pas seulement la biologie, elle concerne le timing. Pourquoi l'embaumer si rapidement ? Avant que les papiers ne soient en ordre. Pourquoi ne pas attendre encore quelques heures ? Si c'était seulement pour préserver son apparence, pourquoi ne pas documenter l'état et les décisions plus clairement ? Numéro 7. Une course contre la montre. L'un des détails les plus déroutants est le temps qu'il a fallu pour la transporter de la scène de l'accident à l'hôpital. Le premier appel d'urgence a été enregistré à 0h26, mais l'ambulance n'est arrivée à l'hôpital qu'à 2h. C'est 1h40 pour un accident qui s'est produit à quelques miles seulement. Pour comprendre cela, nous devons examiner comment fonctionne le système d'urgence français.
Contrairement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où l'objectif est souvent de précipiter le patient à l'hôpital, le système français suit l'approche rester et jouer. Cela signifie que les médecins essaieront de stabiliser le patient sur place dans l'ambulance avant de le déplacer. L'idée est de donner les meilleurs soins immédiatement, pas simplement de se précipiter à l'hôpital en espérant le meilleur. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes. 2 policiers étaient rentrés les premiers sur les lieux vers 0h30 et les pompiers ont suivi peu après. Le docteur Jean-Marc Martineau, spécialiste des soins d'urgence, est arrivé sur les lieux vers 0h40. Diana était encore vivante mais gravement blessée. Elle a été sortie de la voiture à 1h, a subi un arrêt cardiaque, a été réanimée et a finalement été placée dans l'ambulance à 1h18. Pourtant, l'ambulance n'est partie qu'à 1h40, plus de 20 minutes plus tard. Ensuite, pendant le court trajet vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle a fait un autre arrêt. Pourquoi ? Le docteur Martineau a ordonné au conducteur de s'arrêter près de la gare d'Austerlitz parce que la pression artérielle de Diana avait de nouveau chuté. Il a insisté pour que l'ambulance roule lentement afin d'éviter les mouvements brusques, craignant qu'accélérer ou ralentir trop rapidement n'aggrave son état. Et voici une autre question qui alimente les théories du complot. Pourquoi n'a-t-elle pas été emmenée à l'hôpital Hôtel-Dieu, qui était beaucoup plus proche ? Avec Diana encore vivante lorsque l'ambulance est arrivée à l'hôpital, certains se demandent si une réponse plus rapide aurait pu changer l'issue. Numéro 8. Où sont les images ? L'un des aspects les plus déroutants de l'accident tragique de la princesse Diana à Paris est l'absence totale de vidéos de surveillance montrant ce qui s'est réellement passé. Dans une ville pleine de caméras, en particulier près des grandes routes et des tunnels, beaucoup trouvent étrange qu'aucune caméra n'ait capturé la Mercedes alors qu'elle filait de l'hôtel Ritz au tunnel du pont de l'Alma, où l'accident fatal s'est produit. Cette absence a conduit à des années de spéculation et de théories du complot. En 2006, l'Indépendant a rapporté que plus de 14 caméras de vidéosurveillance étaient été positionnées autour du passage souterrain du pont de l'Alma. On s'attendrait à ce qu'au moins l'une d'elles ait enregistré quelque chose, surtout depuis que cette zone est si centrale et animée. Mais aucune image de l'accident n'a été trouvée. Cela a soulevé de nombreux sourcils. Le juge Hervé Stéphane, chargé d'enquêter sur l'accident quelques jours après qu'il se soit produit, a ordonné une recherche complète de toutes les vidéos disponibles le long du trajet de la Mercedes. Le lieutenant Éric Gigou de la brigade criminelle a dirigé l'opération. Son équipe a retracé le chemin de la voiture plusieurs fois, cherchant chaque caméra qui aurait pu capturer quelque chose. Au final, ils ont trouvé 10 caméras, mais aucune n'avait de séquences utiles. La plupart étaient quand même des caméras de sécurité pointées uniquement vers les portes des bâtiments voisins. Elles n'étaient pas de la ville, mais gérées par des propriétaires privés, et aucune n'a capturé la route. Encore plus frustrant, il y avait la caméra de circulation située directement au-dessus du tunnel où l'accident s'est produit. Cette caméra appartenait à l'unité de circulation urbaine de Paris. Mais voici le côté étrange. Le département fermait à 23h chaque nuit. Il n'y avait pas de travailleurs de nuit et aucun enregistrement n'a été fait. La police pouvait voir la caméra en direct, mais elle ne pouvait pas la contrôler ou revenir en arrière. Alors était-ce juste une coïncidence ? Un cas de mauvais timing et de malchance ? Ou y avait-il quelque chose de plus en jeu ? Le fait qu'un accident à grande vitesse impliquant la femme la plus célèbre du monde n'ait été capturé par aucune des caméras de la ville reste un vide inquiétant dans l'histoire. Numéro 9. La connexion choquante. Maintenant que nous connaissons les théories, commençons par ce qui a été immédiatement remarqué. Son corps avait été anormalement bien préservé. Même en tenant compte de l'embaumement, l'un des travailleurs de la morgue présent aurait commenté que la préservation était surprenante compte tenu des circonstances. Cela a suscité un nouvel intérêt pour la théorie selon laquelle Diana avait été embaumée trop rapidement, peut-être pour effacer les signes d'une grossesse précoce. Une source anonyme a affirmé que des traces de tissu embryonnaire étaient étonnamment bien préservées dans la région pelvienne, ce qui a soulevé beaucoup de préoccupations. Cela aurait-il pu être la preuve même que ses partisans disaient avoir été précipités pour être cachés ? Une autre théorie liée au service de renseignement britannique semblait refaire surface lorsque des responsables ont inspecté les objets personnels enterrés avec elle. Parmi eux se trouvait la robe de cocktail noire que Diana portait la nuit de l'accident. Beaucoup se souviennent à quel point elle était frappante dans cette robe, mais un examen minutieux a révélé qu'une section du tissu avait été coupée près de l'ourlet, comme si elle avait été prise pour analyse.
Les théories selon lesquelles le MI6 la suivait cette nuit-là ont pris de l'ampleur dans les années 2000, et cette coupe particulière dans le tissu a ajouté un inquiétant combustible. Pourquoi quelqu'un aurait-il retiré un échantillon? Et plus important encore, quand? Ensuite, il y avait le médaillon enterré avec elle, gravé des initiales D et M entrelacées, un détail qui n'avait pas été rendu public auparavant. Dodi et Diana auraient parlé de mariage quelques semaines avant l'accident, et trouver un médaillon avec ces initiales a donné du poids à la spéculation selon laquelle leur lien avait été bien plus profond que reconnu. Si elle avait vraiment prévu une vie avec lui, cela aurait-il été un motif pour la faire taire? Encore plus troublant était une lettre pliée, écrite à la main, apparemment de la main de Diana, enterrée sous sa photo préférée de William et Harry. La lettre mentionnait des mots comme chassé, craignant et un accident. Elle était presque identique en formulation à la note infâme de 1995 qu'elle avait donnée à son majordome, Paul Burrell. Pourquoi aurait-elle été placée avec son corps, à moins que quelqu'un ne craigne qu'elle ne disparaisse autrement? Il y avait aussi une découverte finale subtile mais glaçante, un rosaire offert par Mère Teresa, apparemment glissé dans sa main droite. Bien que les objets religieux ne soient pas inhabituels, ce qui se distinguait, c'était le fait que Diana soit décédée juste quelques jours avant la religieuse canonisée. Et certains observateurs ont longtemps spéculé sur le symbolisme étrange de leur décès étant si proches l'un de l'autre. S'agissait-il d'une connexion spirituelle ou d'un message silencieux sur la paix après le tumulte? Après 27 ans de silence, la tombe rouverte de Diana n'a pas offert de clôture. Elle a approfondi le mystère. Chaque objet découvert n'était pas seulement sentimental. Il chuchotait des histoires inexprimées, des peurs qu'elle ne pouvait pas exprimer et des secrets qui avaient peut-être été enterrés non seulement sous la pierre, mais sous des années de silence. Numéro 10. Le bien qu'elle a laissé derrière elle. La princesse Diana n'avait pas besoin d'une couronne pour être appelée la princesse du peuple. Longtemps après son accident, les gens se souviennent encore de sa gentillesse, de son honnêteté et de la façon dont elle faisait en sorte que les autres se sentent vus et entendus. Elle a utilisé son titre non pas pour faire spectacle, mais pour mettre en lumière des problèmes que beaucoup essayaient d'ignorer. L'un de ces moments les plus puissants est survenu lorsqu'elle a serré la main d'un homme vivant avec le VIH sans porter de gants. C'était à une époque où la peur et les idées fausses sur la maladie étaient omniprésentes. Ce simple acte a brisé des murs et a aidé à changer la façon dont le monde percevait le VIH et le sida. Elle a fait en sorte que les gens se sentent à nouveau humains, non pas honteux ou indésirables. Ces efforts ont contribué à réduire la stigmatisation et ont attiré l'attention sur le besoin de soins et de recherche. Elle a également défendu les personnes touchées par les mines terrestres. Diana a traversé des champs de mines actifs en Angola pour sensibiliser. Cette image, elle marchant en tenue de protection, a montré au monde à quel point le problème était sérieux. Son soutien a conduit à un changement réel, poussant les gouvernements à signer des traités interdisant les mines terrestres. Elle ne parlait pas seulement des problèmes. Elle se présentait, même lorsque c'était dangereux ou impopulaire. L'amour de Diana pour les enfants était évident. Elle visitait des hôpitaux, étreignait de jeunes patients et s'asseyait avec eux sans se soucier des apparences. Ces visites n'étaient pas juste des opportunités photo rapides. Elle passait du temps avec les enfants, les écoutait et essayait de remonter leur morale. Son héritage perdure également à travers ses fils, le prince William et le prince Harry. Tous deux ont suivi ses traces, se concentrant sur des causes qui lui tenaient à cœur. Ils parlent souvent de la façon dont leur mère leur a appris à se soucier profondément des autres et à rester ancrés. La princesse Diana a changé l'idée de ce que signifie être royale. Elle ne se limitait pas à un devoir, elle était aussi une question de cœur. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables.